Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un quart, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chéfaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir. Ouvrier, ouvre-la. Qui triment toute leur vie, vous qui Au printemps 2018, Anthony et moi, on participait à l'organisation d'une quinzaine sur mai 68. Et pour avoir plus d'éléments historiques, nous sommes allés au CHT, le Centre d'Histoire du Travail. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. C'est un endroit incroyable, sur l'île de Nantes, tout près des machines, dans un bâtiment où il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. On y trouve tout un tas d'archives sur le monde ouvrier et paysan. Autant dans des étagères que dans des boîtes en carton où tout est répertorié et classé. Et en parcourant ce fond absolument génial, on tombe sur un carnet. Sur la couverture, 2 initiales, HH. Et à l'intérieur, une écriture fine. Les événements relatés ont lieu à Paimboeuf, précisément à l'usine Kuhlmann. C'est drôle, ce carnet. C'est comme s'il attendait qu'on tombe dessus. Et c'est ce carnet qui nous a inspiré l'histoire que vous allez entendre maintenant. Dans les premières pages sont écrites quelques généralités sur la société, comme si l'auteur avait pris soin de marquer les 3 points essentiels sur Kuhlmann. Premier point, on y apprend que Kuhlmann vient du nom de ce savant né à Colmar au XIXe siècle et spécialiste de l'industrie chimique. Ensuite, que l'invasion allemande en 1914 pousse la société implantée dans l'Est à se développer loin des potentielles zones de combat, et que Paimboeuf, enfin, que rien ne prédisposait à fabriquer des produits chimiques, est choisi pour son accès facile par voie maritime et pour sa situation géographique protégée. Ensuite, c'est marrant, l'auteur fait la liste de tous les produits fabriqués à Kuhlmann, comme on ferait une liste de courses, ou comme on écrirait un poème. Nitrobenzène, dinitrophénol, nitroglycérine, chlore, sulfate d'ammoniac, acide sulfurique, méthanol, superphosphate, plomb tétraéthyle. Du plomb en lingots, du plomb en fusion, du plomb dans l'air. Les bottes des Allemands arrivent à Paimboeuf le matin du 23 juin 1940, au lendemain de la signature de l'armistice avec le maréchal Pétain, et se rendent directement à l'usine Kuhlmann. Ce jour-là, le brouillard épais semble de mèche avec l'occupant. C'est Pierre Chevry qui reçoit la délégation nazie. Pierre Chevry, lunettes rondes, moustache et grand front qui fait face. Polytechnicien, ingénieur, chimiste, il ne tremble pas quand le commandant se présente à lui entouré de soldats armés jusqu'au cou, alors que tout en bas, à droite, dans le dernier tiroir de l'armoire juste derrière lui, se cache un pistolet automatique et des munitions. L'ambiance est délétère, ça sent le soufre à plein nez. Les paroles du commandant sont aussi métalliques que les meubles du bureau de la direction dans lequel il se trouve. L'usine passe sous le contrôle allemand. La production doit être maintenue et strictement réservée à leur usage, sinon, et pour que ses intentions soient bien comprises, le commandant de la Wehrmacht fait un geste sans équivoque, celui de trancher le cou. Pierre Chevry confirme que les consignes sont très claires. Il rassemble les cadres de l'usine
et avec son autorité froide et secrète, il leur répète le discours des Allemands, mimant le geste de menace. Une fois les soldats partis, avec le même aplomb, il poursuit devant les ingénieurs. « Vous avez bien compris ? On fait tout le contraire. On bloque tout. » Pierre Chevry suit la ligne décidée par la société Kuhlmann. Saboter la production, ni vu, ni connu. Dès lors, c'est tout le personnel relié par une manigance solidaire qui adopte cette position périlleuse. À chaque maillon de la chaîne, l'habileté consiste à faire presque tout comme il faut, à condition que le « presque » permette à l'usine sans le moindre soupçon de tourner sans jamais rien produire. Un matin de mai 1943, les mêmes bottes, la même ambiance délétère, la même odeur de soufre font irruption dans le bureau de la direction. Le commandant de la Wehrmacht, avec la même voix métallique, informe qu'il va y avoir une réquisition du personnel, car il manque de main-d'œuvre en Allemagne. Le service du travail obligatoire se met en place. 33 ouvriers sont concernés. Pierre Chevry reste le soir dans son bureau. Coup de fil crypté, cigarette sur cigarette, pistolet automatique et munitions. Sa décision est prise. Il part informer les 33 appelés. Il toque à la porte de chacun, les réveillant dans un pain-bœuf en apparence assoupi. Le choix s'offre désormais à eux. Partir au STO ou prendre le maquis. Le jour de la convocation des 33, aucun ne se présente à l'usine. Seul dans la cour, les lunettes, la moustache et le front qui fait face, sans sourciller, Pierre Chevry prend la responsabilité de cette désertion totale. La voix métallique résonne comme un claquement de fouet. Depuis plusieurs mois, le satané ingénieur chimiste est soupçonné de résistance. En voilà la preuve. Il monte, seul, dans le car destiné aux jeunes recrues et part pour Nantes, où il est fait prisonnier. Mais une semaine plus tard, le voilà libéré par les autorités allemandes, ce cafard retors. Mais les Allemands en ont encore besoin pour ses connaissances techniques. Ils ne peuvent en réalité se passer de lui. Ils le destituent de ses fonctions, mais l'obligent à revenir à Paimboeuf où il sera tenu à l'écart, au moulin de Bruck. Là, il est isolé et fortement surveillé. Mais rien n'arrête la ténacité de l'homme au front qui fait face, même s'il sait au fond de lui qu'il est cuit et que les Allemands auront sa peau. De sa planque, il poursuit la résistance. Il multiplie les missions secrètes en France et en Belgique. Il constitue une bibliothèque pour l'usine. Et surtout, il planche sur le projet qui lui tient tant à cœur. La cité ouvrière idéale dont il réalise les plans. À la bougie, dans son moulin sanctuaire, il imagine des maisons avec chacune un jardin. Une place principale, la place Lavoisier. Une rue commerçante, des hôtels, une maison sociale et gérance. Un cinéma, un théâtre, un groupe école, un dispensaire, des équipements sportifs. Il rêve pour plus loin que lui. C'est au cours d'une de ses missions secrètes qu'il est arrêté à sa sortie du train à Nantes. Il ne reverra jamais Paimboeuf, tout comme la cité Lavoisier ne verra jamais le jour. Il meurt d'épuisement dans le camp de Mauthausen le 17 août 1944. Pendant ce temps-là, dans un terrain vague de Paimboeuf, Marinette et son grand frère André jouent à la guerre avec d'autres enfants. Marinette soigne les blessés, elle rêve de devenir institutrice, mais bon, finalement, pourquoi pas infirmière? André, lui, il tire à tout va avec son pistolet en bois en imitant le bruit des balles. Il rêve de devenir cycliste, mais bon, pourquoi pas soldat? Le frère et la sœur s'entendent sur une chose. Ils détestent quand un enfant en cours de partie fait preuve de mauvaise foi ou accuse un autre de façon injuste. Ils ont de qui tenir. Leur mère, Simone, avec son caractère de forte tête, ne supporte pas les injustices. Durant la guerre, elle ne se laisse pas impressionner par l'occupant nazi, puis par les forces françaises de l'intérieur qui, une fois les Allemands chassés, prennent place au cœur de la cité de Paimboeuf, dans ce qu'on appelle la fameuse poche de Saint-Nazaire. Maman n'avait peur de rien.
sauf pour ses enfants. Elle a toujours tremblé pour nous. Pendant la guerre, elle élevait des poulets, des lapins, et nous avions eu les Allemands dans la poche, là, pendant plusieurs années. Puis, la poche s'est terminée, ce sont les FFI, nos libérateurs, qui sont venus et qui se sont installés dans la même maison que les Allemands. Et là, un jour, elle s'aperçoit que ses poules ont disparu. Sa poule a disparu. La cuisinière des FFI consultée confirme, en montrant les plumes, que c'était bien la poule de maman. Le midi, elle a attendu que tout le monde soit là. Elle est partie, bille en tête, les rencontrer, et elle leur a dit « Jamais, pendant que les Allemands étaient là, nous n'avons eu le moindre ennui. Il suffit que vous arriviez pour tout foutre en l'air. Alors maintenant, vous allez me rembourser ma poule. » Et le prix qu'elle a demandé était énorme, si bien qu'elle a fait tiquer un peu le responsable, qui a dit « Enfin, vous me la vendez bien cher, votre poule. »« Oui, monsieur, parce que je ne vends, non seulement je vous vends ma poule, mais je vous vends tous les œufs qu'elle aurait pu me faire pour nourrir ma famille. Alors vous allez payer ça ou je vous dénonce. » Et elle a été remboursée. Non loin de là, une autre forte tête sévit également. Un jeune homme, presque encore gamin. Un jeune homme qui fait déjà de la lutte le cœur de sa vie. Il s'appelle Joseph, mais se fait appeler Jo. Né en 1923 à Redon, orphelin de sa mère à 7 ans et de son père à 11 ans, il apprend le métier d'électricien auprès d'un oncle à La Baule. Il a 16 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Alors il ment sur son âge. Il dit qu'il en a 17 pour pouvoir s'engager. Il veut se défendre. Il veut se battre. Là, c'est un article de Ouest France du 24 juillet 2015 à Saint-Brévin, sous mon père, à la suite de la décoration de la Légion d'honneur. Alors, Joseph Windels nous raconte sa guerre. Son refus de la défaite date du 18 juin 1940, où il entend une voix à la radio venant de Londres, où un certain général de Gaulle tente de regrouper tous ceux qui veulent combattre. Avec un ami, il crée le plus petit noyau de résistance. Ils sont seulement 2 à adhérer à la JLT, Jeunesse pour la libération du territoire. En janvier 41, le gamin maigrichon fuit vers la zone libre. Il trouve l'aide d'un curé pour aller traverser la ligne de démarcation dans les champs. Après l'Algérie, il débarque en Provence, puis remonte le Rhin. Il est blessé par un obus traversé de part en part, et on le croit mort. Enfin, la famille le croit mort, et elle fait dire une messe en l'église de Redon, en son hommage. Mais il avait une mission à accomplir. Il ne pouvait pas mourir, mon petit papa. Anne naît en 1949, 2 ans après le mariage de ses parents, Jo et Yvette. Ils seront 4 frères et sœurs. La famille arrive à Saint-Brévin en 1955 où elle fait construire une maison. Jo cherche du travail et en trouve à quelques kilomètres, à Paimboeuf, précisément à l'usine Kuhlmann. Il est embauché comme électricien. À l'époque, dans tout le pays de Ré, on présente l'usine Kuhlmann comme une usine miracle. Il faut dire que dans les campagnes, la vie à la ferme est dure. Les exploitations sont petites et ne permettent pas à tous les membres d'une famille nombreuse de vivre de la terre. Dans des espaces exigus, le nez dans le fumier, de nombreux hommes espèrent un horizon moins cutéreux et le trouvent dans la maison Kuhlmann. La paye tombe de façon régulière. Il y a des horaires fixes, des congés payés. Il y a de nombreux camarades dans des corps de métiers différents, chaudronniers, peintres, menuisiers, électriciens. Une ambiance chaleureuse, un comité d'entreprise, des primes, des arbres de Noël, des jardins ouvriers, des logements salubres à location modique, et la société finance même les terrains et matériaux pour que 22 maisons Castor soient construites par les ouvriers eux-mêmes. Dans ce contexte de politique sociale à destination du personnel, beaucoup de foyers issus du monde agricole voient leurs conditions de vie nettement s'améliorer. Mais Jo n'est pas dupe. Il sait qu'il reste beaucoup à faire pour rendre la vie des travailleurs meilleure. Il s'engage dans le syndicat.
Mon père est devenu vraiment syndicaliste en arrivant chez Kuhlmann. Nous, on savait pas ce que c'était que le syndicat. On a pris part quand même à tout ce mouvement sans trop comprendre. On nous a embauchés à tourner la manivelle pour enregistrer des documents syndicaux. La Ronéo tournait. On a fait des tracts et des tracts roses, des tracts jaunes, avec toutes les revendications, quoi. Et on était enfants, quoi. C'était un plaisir de tourner cette manivelle. On savait pas ce qui était écrit dessus, mais il avait une voix porteuse. Il était comme Marchais. Quand il prenait la parole devant une foule et qu'il disait « Camarades !» et moi je me disais « C'est mon papa ». À travers le syndicat, Jo se forme et s'informe. Il se cultive et il évolue vite. Il se montre très proche des ouvriers. Il connaît leurs droits et il a les mots pour les faire entendre auprès de la direction. Il ne lâche rien. Lorsqu'il découvre que les payes à Kuhlmann sont les payes les plus basses en France dans le domaine de l'industrie chimique, il comprend que tout paternaliste qu'il est, le patron exploite les travailleurs. En 1957, après de nombreuses tentatives de négociation qui échouent, une grève éclate et paralyse toute l'activité de l'usine. Les revendications portent sur les grilles de salaire. Jo est un des leaders de ce mouvement. Il a un bouquet. Le directeur s'appelle Monsieur Chuffard, et il a du mal à supporter l'aspect teigneux de ce Jo Wendels qui lui fait la misère, avec son bouc. Quand la délégation entre dans son bureau, Chuffard, excédé, fait cette remarque qui va mettre le feu aux poudres. 15 francs de l'heure ? C'est bien payé pour des paysans. À ce moment précis, qu'est-ce qui se joue, sinon du mépris de classe ? Que signifie le patron à ses employés, sinon qu'il les considère comme des bouseux ? N'est-il pas en train de faire l'aveu, dans son bureau de direction bien à l'écart des effluves chimiques, des températures élevées, de la dangerosité des produits manipulés, qu'il n'en a que faire des conditions de travail de ceux qui ne représentent rien d'autre pour lui que de la main-d'œuvre bon marché ? La violence des mots se transforme aussitôt en violence physique. Les grévistes sont emportés par la colère, des boulons traversent les vitres des bureaux, le mobilier est renversé et bientôt balancé par les fenêtres. Chuffard est conduit dans la cour de l'usine. Jo demande au gérant du magasin général de lui amener une corde. Il prend la parole et brandit un chiffon rouge. « Camarades, notre patron, monsieur Chuffard, qui nous prend si bien de haut depuis son bureau de directeur où il pense avoir tous les droits, nous allons le faire descendre de son piédestal pour qu'il comprenne dans quel monde nous vivons, nous, les ouvriers. » Et sous les acclamations des camarades autour de lui, Jo met la corde autour du cou de Chuffard et crie « À la mairie !» Ce jour-là, dans les rues de Paimboeuf, on voit un patron, avec une corde autour du cou, marcher en étant tiré par plusieurs centaines d'ouvriers mécontents qui hurlent leur colère. Une fois arrivé à la mairie, Chuffard appelle la direction nationale au téléphone et leur dit « Faites quelque chose, je crois que ma vie est en jeu. » Quelques années plus tard, Jo fait la connaissance d'André, devenu non pas cycliste, non pas soldat, mais mécanicien ajusteur à Kuhlmann. Mon père est né à Herbignac en 31. Il est arrivé avec sa famille il avait 10 ans. Ils ont vécu dans la petite gare de Paimboeuf et il a fait son apprentissage à Kuhlmann. Et ensuite, il a désiré, une fois qu'il avait terminé, il a désiré bouger un petit peu. Donc, il est allé faire des déplacements. Et lors d'un déplacement en Normandie, il a rencontré une petite serveuse dans un hôtel, une pension où il logeait. Et avec une petite jupe plissée bleu marine dont il nous parlait encore 40 ans après. C'était ma mère. Ils se sont mariés le 13 septembre 58 et ils sont allés dans le sud de la France, à Navarinx. Et j'ai été conçue là-bas et la grossesse de ma mère ne se passant pas bien puisque
On avait un sang contraire, donc à l'époque c'était difficile et son corps rejetait le fœtus que j'étais. Donc ils ont décidé de quitter Navarinx et de rentrer sur Paimboeuf, où Simone, ma grand-mère, a pris en charge maman et a accompagné la grossesse jusqu'à ma naissance. Donc il a réintégré Cullmann. Mon père n'était peut-être pas syndicaliste au début, mais sa mère, surtout sa mère, Simone, lui avait transmis des valeurs humaines, s'intéresser à l'autre. Et quand il a rencontré Jo Wendels, il y a eu une forme d'admiration, parce que je pense que dans l'amitié, il faut d'admiration aussi. Cette grande amitié a fait que Jo, qui était très très engagé, lui déjà syndicalement, mon père il a suivi Jo et ils se sont engagés. Il y a eu des mouvements forts et ils se sont engagés complètement. Comment expliquer la naissance d'une camaraderie indéfectible? À force de travailler ensemble dans le même atelier, de mouiller le maillot jour après jour, de partager discussion après discussion la même vision du monde, à force de poignées de main et d'échanges de regards complices, une amitié se noue. Pourtant, ils sont très différents l'un de l'autre. De la vie d'anciens ouvriers qui se souviennent, Jo Wendels, avec son bouc, c'est un teigneux, toujours à l'affût avec une oreille qui traîne, toujours un peu speed, toujours avec du mordant et un certain charisme. Un véritable casse-pied pour la direction. Alors que André Thébault, c'est petite vitesse et grand doucement, comme disent certains. D'ailleurs, c'est son surnom au sein de l'usine. Vitesse. C'est un galuron, un bon vivant, un bon copain. Les deux hommes sont énormément appréciés, l'un pour sa droiture et sa disponibilité, l'autre pour sa chaleur humaine et son contact facile. Ils deviennent rapidement délégués du personnel et responsables syndicaux. Mon père et Joseph, leur amitié s'est construite sur le militantisme et la rencontre de l'autre. Ils étaient d'accord sur le fait que ce qui se passait à l'usine, ce paternalisme mielleux par la direction qui, entre guillemets, endormait tout le monde, endormait la population. Ils en parlaient beaucoup, je me rappelle, malgré que si j'étais une toute petite, il y avait des enfants qui étaient malades, il y avait des émanations dangereuses, puisqu'on ne pouvait pas, par moment, il y avait des alertes qui étaient données, et on ne pouvait pas consommer les légumes qui étaient dans le jardin. Il y avait la manipulation des produits dangereux, parce que à la fin, c'est quand même une usine qui a été classée Seveso. Il y avait les salaires, les horaires. Ils se sont dit qu'il fallait bouger, qu'il fallait s'engager. Ça pouvait pas continuer comme ça. Et avec Jo, ils se sont mis à bouger, à réfléchir, en se disant que c'était leur vie, leurs enfants, qu'ils étaient capables de penser eux-mêmes, qu'il fallait pas se laisser endormir, qu'il fallait pas. Ils étaient capables de ça. Jo Wendels et André Thébault deviennent des compères incontournables dans la vie de l'usine, les Starsky et Hutch de l'action syndicale. Et en ce début des années 60, la lutte s'annonce coriace. Il ne passe pas inaperçu. Henry Hassenforder, lorsqu'il se rend à 18h au Café des Navigateurs où lui ont donné rendez-vous Jo Wendels et André Thébault. D'une part, sa couleur de cheveux, d'un blond vénitien, surprend. Ensuite parce qu'il porte un imperméable à carreaux marron, genre Sherlock Holmes. Dans le pays de Ré, on n'a jamais vu ça, foi de Pimblotin. C'est sa mère qui lui a offert cet impair, et elle s'est saignée pour lui en trouver un d'aussi bonne qualité. Mais où l'a-t-elle donc trouvé? Depuis l'Est de la France d'où sa famille est issue, l'Ouest paraît être un pays dévoré par la pluie. Lui, Henri, il n'aime pas les carreaux. Il trouve que ça ne lui va pas. Mais il faut reconnaître que le vêtement est pratique. Il a des poches suffisamment grandes pour pouvoir y glisser ses carnets de journaliste. Journaliste, oui. Il vient d'être recruté au Courrier de Paimboeuf. Il n'en revient pas. Lui qui est venu en pèlerinage dans ce bout du monde sur les traces d'un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, oui, Lénine en personne, qui a séjourné à Pornic avant la Révolution d'Octobre, lui biberonné à l'international par sa famille communiste, lui passionné d'histoire, lui jeune apprenti écrivain en cachette,
Le voilà correspondant local pour le journal du coin, embauché comme plume. Rien que ça. Paimboeuf, terre d'avenir, mais pour l'instant en période d'essai. Le rédacteur en chef l'a appelé ce matin pour le missionner sur l'affaire Wendels-Thébault, des cégétistes en conflit avec leur direction. Quand il entre dans le troquet, il devine tout de suite qui sont ses interlocuteurs. L'un paraît tout à la fois hargneux, sévère et doux derrière son bouc, et l'autre a les traits marqués. Il semble très affecté alors qu'on devine dans ses joues le tempérament d'un camarade plutôt joyeux. « Messieurs, Henri Hassenforder, correspondant pour le Courrier de Paimboeuf, je vous écoute. » Henri enlève son impair, s'assoit, puis se relève pour sortir de son impair son carnet et son stylo, et c'est là qu'il fait tomber son paquet de chewing-gum chlorophylle de marque Hollywood. Il est accro. Il a essayé de fumer, mais il n'a jamais réussi, alors il s'est mis au chewing-gum. Il ramasse le paquet, offre une gomme à mâcher aux 2 ouvriers qui refusent poliment. Henri ne se démonte pas, il défait le papier de la languette verte et la met dans sa bouche. Puis il range son paquet, légèrement intimidé, se rassoit et redit « Je vous écoute ». L'homme, au bouc, commande 3 ballons de rouge. Puis il parle de façon très claire pour exposer les faits. Il s'assure en permanence que le journaliste suit bien. Voilà ce que Henri écrit dans son carnet. Wendels, homme au bouc. Thébault, homme aux joues joyeuses. 30 novembre 1963. Un des ateliers de l'usine Kuhlmann est en grève. Conditions de travail contestables, direction défaillante. Ce matin du 30 novembre, les grévistes apprennent qu'à 13h, des ouvriers de chez Roland, une entreprise basée à Donges, vont débarquer à Kuhlmann. On leur a dit qu'il y avait quelques jours de boulot à faire là. Les ouvriers qui font le piquet devant le portail réalisent que ceux de chez Roland vont être des casseurs de grève et qu'ils n'en ont peut-être pas conscience. Ils perçoivent les manigances de la direction. Thébault ne travaille pas le samedi, mais en tant que délégué du personnel, il est appelé par les grévistes pour venir expliquer aux gars de chez Roland le rôle qu'on leur fait jouer, peut-être à leur insu. Thébault débarque à 13h30. Les hommes se retrouvent autour d'un verre dans la cantine et Thébault explique la situation. Les gars de chez Roland comprennent et sont d'accord de ne pas travailler. Ils doivent cependant en informer leur contremaître de Donges. Ils demandent à téléphoner. À 14h, ils se rendent devant le portail de l'usine pour accéder au bureau du gardien et passer leur coup de fil. Thébault les accompagne. Le gardien dit à Thébault qu'il ne peut pas rentrer vu qu'il n'est pas de service. Thébault refuse de partir et répond qu'il est délégué du personnel. Le coup de fil a lieu en présence de Thébault. À ce moment-là, autour de la table du bar, Thébault, l'homme aux joues joyeuses mais aux traits tirés, affirme devant le journaliste de façon formelle. « Il n'y a jamais eu d'agressivité. Il n'y a pas eu de pression sur les gars de chez Roland. Ils étaient juste bien décidés à ne pas travailler. Je ne vois pas où il y a eu faute. Je suis intervenu sur demande des ouvriers de Kuhlmann dans le cadre de mon mandat pour arranger les choses. Or pour ça, j'ai été mis à pied pendant 24 heures. » Henri regarde ce délégué du personnel dans les yeux. Il est habité tout entier par la solidarité ouvrière, et cette histoire le mine profondément. Henri ressent immédiatement cette chose familière dans son ventre, cette chose qui a maçonné sa famille. Un sentiment d'injustice face au patronat. Il marque dans la marge de son carnet « La direction veut le détruire ». Wendels poursuit la narration des faits. Henri sa prise de notes appliquée. Le lundi suivant, à 7h30, Thébault se rend à l'usine à son heure habituelle de prise de poste et comprend qu'il est mis à pied pour 24 heures. Il rentre chez lui. La nouvelle de la mise à pied se répand comme une traînée de poudre et à 10h, tous les services du jour se mettent en grève. Thébault sanctionné, ça ne passe pas. Quelqu'un a prévenu Thébault chez lui pour qu'il soit au portail de l'usine à 10h. Quand Thébault arrive, il est accueilli par son ami Wendels, qui le serre chaleureusement dans ses bras. Il lui glisse quelque chose dans la poche. Un chiffon rouge. Tiens, camarade, pour te donner de l'ardeur. Avec plusieurs dizaines de collègues, Wendels et Thébault veulent entrer dans l'usine. Le gardien refuse que Thébault y pénètre. Wendels répond « Il rentrera de gré ou de force ».
Tout le monde se rend vers le bureau de Monsieur Schott, le sous-directeur. Henri ne sait pas comment écrire Schott. Il l'écrit C-H-O-2-T-E, comme chiotte, mais sans le I. Il faudra absolument qu'il demande confirmation. Schott dit « Normalement, Thébault est mis à pied, je n'ai pas à le recevoir, mais puisqu'il est ici, j'accepte de discuter en sa présence. » Toute la journée, discussion pour convaincre la direction de lever la sanction. Des chansons, des ouvriers dans l'escalier, rien de dangereux ni menaçant. Rien d'autre qu'une tentative de négociation. Rien à voir avec les événements de 57. Henri écrit dans la marge « Se renseigner sur 57 ». Malgré cette journée de discussion, la direction maintient sa position. Les ouvriers reprennent le travail dans le calme à 17h. Le bar se remplit. Il y a de plus en plus de bruit et Henri doit tendre l'oreille. Mais heureusement, l'homme au bouc a une voix de stentor. Il s'aperçoit que tout le monde ici connaît les deux syndicalistes. Certains saluent l'homme aux joues joyeuses en l'appelant « Vitesse ». C'est étonnant, parce qu'Henri aurait plutôt tablé sur la lenteur. Mais on ne juge pas une personne lors d'un premier rendez-vous. Henri marque dans sa marge « André égale vitesse ». Pourquoi? Wendels boit une gorgée de rouge. Il se pince les lèvres et finit par lâcher sans ménagement. 4 jours plus tard, le 6 novembre, nous sommes informés, Vitesse et moi, de notre licenciement pour faute lourde. Merde. Henri vient de comprendre la teneur de ce qui s'est abattu sur ces 2 hommes, sanctionnés pour leur droiture syndicale. Il n'arrive pas à détacher son regard de ce binôme qu'il voit désormais comme David affrontant Goliath. Les salauds! C'est sorti tout seul de la bouche de Henri Hassenforder, et il assume parfaitement. Thébault ajoute « Pour nous, ce licenciement est illégal. Nous faisons toujours partie du personnel de l'entreprise. Mais la direction refuse que nous entrions dans l'usine. Nos salaires sont également gelés. » Dites-moi, messieurs, c'est fréquent dans la région que les patrons abusent de leur pouvoir pour écraser leurs délégués syndicaux? Licenciés pour des faits aussi mineurs? Faute lourde pour acte de solidarité? Les salauds! Je suis avec vous, camarades. On ne va pas les lâcher. Ils vous prennent pour des cafards, on va leur montrer que vous êtes des seigneurs. Comment ça s'écrit, Schott? Comme Schott! Il y a un grand éclat de rire et la commande de 3 nouveaux canons de rouge. D'autres hommes se joignent à la table et la discussion se poursuit jusque tard. Non seulement le jeune journaliste vient de choisir son camp, mais en mettant sa plume au service de ceux qui se battent pour plus de justice sociale, il vient à l'instant de trouver sa voie. Ça se ressemble beaucoup. Schott et Schott, ça se ressemble beaucoup. Rendez-nous nos camarades. Rendez-nous nos camarades. De semaine en semaine, la lutte se durcit. Henri Hassenforder n'en rate pas une miette. Son carnet, rédigé avec une écriture fine, ne le quitte pas. C'est un précieux journal de bord truffé de considérations en tout genre. Extrait. 12 décembre 1963. En soutien à Wendels et Thébault, des centaines de travailleurs des usines chimiques de Loire-Atlantique font un débrayage de solidarité et de protestation. Note. Syndicat très bien implanté dans ce bassin industriel ligérien. Rencontre avec Gilbert Declercq. Figure impressionnante. 17 décembre 1963. L'inspecteur du travail refuse les licenciements pour disproportion entre les fautes commises et les sanctions envisagées. Réaction de l'employeur. Un recours est envoyé au ministre du Travail. Note. Kuhlmann, entreprise humaniste. Tu parles. 6 janvier 1964. 200 travailleurs de chez Kuhlmann se mettent en grève en soutien à Wendels et Thébault. Note. Vraie mobilisation populaire. Qui est cette femme à vélo qui distribue des tracts? 8 janvier 1964. Les élections des délégués du personnel ont lieu.
Wendels et Thébault, qui se considèrent toujours comme employés de l'usine, sont candidats et élus. Réaction de l'employeur. Wendels et Thébault étant interdits de pénétrer dans l'établissement ne pourront assister aux réunions des délégués. Note. Vue au café des navigateurs, la mystérieuse femme à vélo qui distribue des tracts. Très jolie. 28 janvier 1964. Un comité de défense se met en place avec notamment pour mission d'organiser une collecte de 2 francs auprès des travailleurs en soutien aux 2 camarades qui n'ont plus de paye. Réaction de l'employeur. Une note de service interdit toute collecte dans l'usine. Note. Kuhlmann montre son vrai visage. Dans les discussions, les ouvriers disent que c'est Schott qui est aux manettes et que Talmant applique les décisions de la direction nationale. Mouais. Devant l'usine, la femme à vélo a accepté mon chewing-gum. Youhou! Elle s'appelle Marinette. Les événements de Kuhlmann, eh bien, moi, j'y étais. J'y étais parce que c'était mon frère qui était directement concerné, André, et puis aussi parce que Jo, je le connaissais très bien. Moi, j'étais à ce moment-là, je faisais l'école à Paimboeuf, chez les sœurs, et j'ai suivi tout le mouvement. Je laissais ma classe à ma collègue et amie. On est devenus amis après. Mais à ma collègue qui voulait bien garder mes enfants, son mari travaillait chez Kuhlmann et il vivait les événements lui aussi. Alors j'ai fait les distributions de tracts, je montais sur mon vélo, je laissais ma classe à ma collègue et puis je partais distribuer les tracts à la sortie de l'usine. À mes élèves, j'expliquais toujours pourquoi je partais. Et je leur disais, vous savez, il faudra aussi que vous vous défendiez comme ça. Et ça passait très bien. La plupart des parents étaient également travailleurs chez Kuhlmann, donc ils étaient au courant. Et ça se passait très très bien. Je n'ai jamais eu aucun problème. Les sœurs me laissaient partir. Elles savaient que de toute façon, elles avaient dû sentir ma détermination. Moi, ça a décidé de toute ma vie, après. Ça a été la trajectoire de toute ma vie. 17 avril 1964. Au bout de 4 mois, le ministre du Travail n'a pas répondu au recours de l'employeur, ce qui signifie que les licenciements sont rejetés. Victoire pour la CGT. Réaction de l'employeur. La direction de Kuhlmann s'entête et saisit les prud'hommes au tribunal d'instance de Paimboeuf. Note. Leur détermination est aussi grande que la nôtre. Ça sent l'enlisement. 21 juillet 1964. L'audience publique prud'homale tenue au palais de justice de Paimboeuf reconnaît Wendels et Thébault comme étant toujours salariés de l'entreprise Kuhlmann. Il condamne ainsi les établissements Kuhlmann à payer les salaires restants dus. Réaction de l'employeur. La direction fait appel. Elle continue de refuser à Wendels et Thébault l'entrée dans l'usine. Note. Moment de liesse, suivi par un moment d'abattement. Je me suis débrouillé pour être près de Marinette pendant le moment de liesse et je l'ai serrée dans mes bras. 19 décembre 1964. La CGT produit un tract. Camarades, nous fêtons un bien triste anniversaire. Voici 1 an que la direction Kuhlmann tente de licencier nos 2 camarades, Wendels et Thébault. Que font nos délégués depuis 1 an? Pleurer dans les chaumières? Pas du tout. Ils se montrent dignes du combat ouvrier, et ils se battent. Ils n'ont jamais eu autant de travail, et sous la pluie, le vent, à la porte des usines, et au coin du feu dans un bistrot accueillant, ils rassemblent les travailleurs autour de la lutte. Comme d'eux, ayons foi dans l'avenir et dans la victoire de la classe ouvrière. La période de Noël, c'est l'espérance des petits. Ce doit être aussi l'espérance des grands vers un monde meilleur. Femmes de travailleurs, qui avec vos enfants assisterez dans quelques jours à l'arbre de Noël de l'usine. Sachez qu'à cette occasion, vous êtes les invités du comité d'entreprise et non les invités du patron. L'argent de l'arbre de Noël, c'est celui des travailleurs, et notre comité d'entreprise est l'une des grandes conquêtes de l'histoire ouvrière. Aussi, à cette occasion, si d'aventure vous teniez absolument à dire merci, dites-le à votre mari. Joyeux Noël! 15 mai 1965. Nouvelle audience, mais cette fois-ci au tribunal de Saint-Nazaire. Recours, appel, manifestation, meeting, distribution de tracts. Note. Marinette est mariée et a déjà des enfants.
8 février 1966. Nouvelle audience, mais cette fois-ci au tribunal de Rennes. Recours, appel, manifestation, meeting, distribution de tracts. Note. Ça me rend dingue cet entêtement de la part de Kuhlmann. Ils persistent dans leur dureté. Je crains qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Une casse du syndicat, un essoufflement des travailleurs, une division du monde ouvrier. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils sont puissants. Le prolétariat a du souci à se faire, la lutte des classes aussi. 3 mars 1967. Bonsoir. Dénouement à l'usine Kuhlmann de Paimboeuf en Loire-Atlantique. Après plus de 4 ans de bras de fer entre syndicats et patronat, la Cour de cassation a tranché. Elle a jugé illégale la procédure de licenciement engagée par la direction le 6 décembre 1963 à l'encontre des 2 salariés, Thébault et Wendels. La Cour de cassation condamne ainsi la direction et l'oblige à réintégrer les 2 responsables syndicaux dans les effectifs de l'entreprise et à payer l'ensemble des salaires dus. À la sortie du tribunal, Thébault et Wendels, victorieux, ont été chaleureusement applaudis par les dizaines de soutiens qui avaient fait le déplacement. Henry Hassenforder note dans son carnet. J'ai dit à Marinette que j'étais admiratif de sa détermination. Elle m'a répondu que la détermination était un caractère familial. Elle m'a raconté une histoire de Poule et de Simone que je n'ai pas écoutée. Puis je l'ai regardé embrasser son frère, l'homme aux joues joyeuses, et l'ami de son frère, l'homme au bouc. Je vous laisse, Marinette. Ma mission de plume au courrier de Paimboeuf s'arrête là. Je ne vous oublierai pas, bande d'intrépides. Je vous laisse, Vitesse. Je vous laisse, Jo. Je vous laisse fêter cette victoire avec vos familles. Je me souviens de papa qui rentre à la maison en disant « Ça y est, on a gagné ! Shot au piquet !» C'était de la faute de Shot. Parce que Talman, c'était le patron, mais Shot, il était juste en dessous. Et c'est Shot qui voulait pas de syndicat, qui voulait pas de Wendels dans l'entreprise. Et Shot, t'as perdu. Les gars de Kuhlmann étaient nombreux à vouloir qu'il reste, forcément. Mais mon père, s'était tellement fatigué, il était tellement usé par toutes ces années que, d'ailleurs, il avait le corps couvert d'urticaire, le stress et tout, ça l'avait carrément mangé par l'intérieur, quoi. Il pouvait pas. C'était pas possible de retourner dans l'usine, hein, c'est vrai. Hein. Il est parti donc à Nantes, à l'Union départementale et CGT. Il y a eu 68. Hein, pendant 68, on a été pendant 1 mois sans le voir. Il était très très pris et il a fait un super boulot immense, quoi. Il m'a dit, un jour, bon, j'ai fréquenté un gars de Paimboeuf à l'époque, il m'a dit, surtout, ne construis ou n'achète jamais une maison à Paimboeuf, je viendrai jamais te voir. Carrément. Donc, je suis partie à Saint-Viaud. Quelques jours après le verdict, Jo et Vitesse, qui n'ont pas remis les pieds depuis 4 ans dans l'usine, se donnent rendez-vous pour faire le tour des ateliers et ainsi remercier leurs camarades solidaires. C'est leur dernier jour à Kuhlmann qu'ils ont décidé de quitter. Ils veulent également rendre un livre à la bibliothèque, le roman inachevé de Louis Aragon. Ce sera bref, hein, parce qu'il y a trop d'amertume dans leurs corps éprouvés. Ce matin-là, le brouillard est très dense. Quand il n'y a pas de vent et que l'air est aussi épais, les effluves de produits chimiques ne s'évacuent pas. Elles s'immiscent dans les moindres recoins, les moindres fissures, les moindres poumons. Dans chaque atelier, les 2 hommes sont accueillis par des exclamations chaleureuses et des accolades. Jo sort de sa poche la clé qui ouvre la bibliothèque. Il fait sombre. Le soleil n'arrive pas à pénétrer la purée de pois. Vitesse cherche l'interrupteur sur le mur, le trouve, clic. Rien ne se passe. Quel est le comble pour un électricien quand l'ampoule est grillée?
Ne pas avoir de briquet? Et la flamme du briquet de Jo repousse immédiatement la pénombre. La pièce, pas très grande, est remplie d'étagères de livres sur chacun des murs, sauf du côté où il y a 2 grandes fenêtres qui donnent sur la cour. Au milieu se trouve une table ovale. « Je suis content de vous rencontrer dans cette bibliothèque. » Jo se retourne brusquement et lâche son briquet qui, au son, donne l'impression d'avoir glissé sous une étagère. Qui est là? Je m'appelle Pierre Chevry. J'ai dirigé cette usine de 1940 à 1944. Je suis mort un 17 août dans le camp de concentration de Mauthausen. Spontanément, Jo a envie de dire à Vitesse de cesser immédiatement son canular. Mais son camarade est à sa droite et la voix ne vient pas de la droite. D'ailleurs, c'est très étrange, la voix vient de nulle part. Et encore plus étrange, la voix vient de dire « Je suis mort ». Je ne veux pas vous effrayer, messieurs. Asseyez-vous. Je comprends que tout ça vous semble surréaliste. Depuis ma mort, une partie de moi n'a jamais réussi à se détacher de cette usine à laquelle je me suis tant consacré. Je ne vous souhaite pas le même sort. Mais je vous en prie, messieurs, n'ayez crainte. Asseyez-vous. On entend des mains chercher les dossiers de chaises, le frottement des pieds en bois sur le carrelage, et 2 corps qui s'assoient, l'un à côté de l'autre. D'abord, je vous félicite pour le combat que vous avez mené contre cette direction injuste. Je tiens à vous dire que, de mon temps, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Monsieur Chevry, ou qui que vous soyez, mon camarade André et moi, nous sommes des syndicalistes, et notre rôle est de mener un bras de fer avec la direction de l'entreprise. Ne nous faites pas le coup du directeur repenti. Si nous vous avions connu du temps de votre vivant, nous vous aurions certainement considéré dans le camp adverse. Ça s'appelle la lutte des classes. Vous parlez bien, monsieur Wendels. Vous auriez pu, sans conteste, être avocat des pauvres. Et d'une certaine manière, à travers votre rôle de délégué syndical, vous l'êtes. Excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie, monsieur Thébault. Vous dites que vous êtes Pierre Chevry, celui qui a été décoré pour des faits de résistance pendant la guerre, celui dont le buste trône dans le hall des bureaux de la direction? Oui, c'est ça. Mais bon sang, mais vous êtes un héros mort pour la France! Mort, c'est certain. Pour la France, je ne sais pas. Quant au héros, je vous renvoie la question, monsieur Thébault. Après 4 années de résistance face au patronat, n'êtes-vous pas vous-même un héros? Et bien vivant de surcroît? Ça va trop vite pour Vitesse. Cette conversation lui donne le tournis. Il sort de sa poche le chiffon rouge et s'éponge le front avec, avant de le déposer sur la table. Jo reprend. Vous avez été décoré, monsieur Chevry, ou qui que vous soyez. Vous avez été décoré parce que vous avez incontestablement été d'un courage héroïque. Mais vous avez été aussi décoré parce que vous êtes un patron, et que la France aime les patrons. Personnellement, je connais des ouvriers qui ont tout autant donné de leur vie pour combattre l'occupant, et qui non seulement n'ont pas de décoration, mais sont sans intérêt pour ceux qui les distribuent. Vous êtes sans concession, monsieur Wendels. Et en ce qui concerne la résistance, monsieur Chevry, ou qui que vous soyez, nous venons en effet de mener une lutte dont nous ressortons victorieux, mais qui nous a minés de l'intérieur. Je fais le pari devant vous que pas un des livres de cette bibliothèque ne relatera ces faits dans les années à venir. Les historiens se soucient peu des conquêtes sociales des ouvriers. Un silence tout aussi épais que la brume extérieure pénètre la pièce. J'ai rêvé que les travailleurs soient heureux ici. La cité Lavoisier que j'ai imaginée était une cité ouvrière au service de l'émancipation des prolétaires. À qui vais-je désormais confier ce rêve?
s'ils ne bougent pas, le silence va les figer pour le reste de leur jour. Joe attrape le bras de Vitesse et lui fait signe de se lever. « Votre briquet est sous le chiffon rouge, monsieur Vandels. Au revoir, messieurs. Bonne chance. » Joe prend le chiffon rouge, le briquet. Il sort de sa poche la clé et la pose sur la table. « On laisse la bibliothèque ouverte. Cela vous donnera peut-être l'occasion de prendre définitivement la poudre d'escampette. Et je vous recommande la lecture du livre de Louis Aragon, le roman inachevé. Au revoir, monsieur Chevry, ou qui que vous soyez. » Dans la cour, encore complètement étourdi par cette conversation hallucinante, Joe et Vitesse aperçoivent soudain dans la brume la silhouette de Talmont, le directeur. Joe l'interpelle. Il n'avait pas envisagé cette entrevue, mais l'occasion est trop belle. Une fois tout près de lui, Joe le défie. C'est pas le tout de se prendre pour un héros en étant directeur. Quand il faut prendre une décision héroïque, il n'y a plus personne. Tu vois mon bouc? Il te poursuivra toute ta vie. Dans la nuit, Vitesse a pensé. Quel est le comble pour deux syndicalistes qui viennent de gagner un bras de fer avec la direction de leur entreprise? Au matin, il ouvre le journal des petites annonces. Il a décidé de quitter Kuhlmann. Et désormais, il doit retrouver du travail. À la fin du conflit de Kuhlmann, on a dû quitter Paimboeuf parce que papa était blacklisté dans la région. À chaque fois qu'il essayait de retrouver du travail, malgré que ce soit un très très bon ouvrier, il y avait aucun souci là-dessus. Mais on voulait pas, les entreprises ne voulaient pas d'un perturbateur, c'était qui risquait de provoquer un engagement populaire contre la direction. Donc on est parti contraint et forcé et on est allé en région parisienne où papa a fait une promesse en quittant Paimboeuf à ma mère de plus s'engager syndicalement parce que pour toute la famille ça a été terrible. Donc il ne s'est pas réengagé officiellement. Par contre, il y a eu beaucoup en mai 68, il y a eu beaucoup de passages à la maison, il a donné énormément de conseils, mais il a tenu la promesse à ma mère et il ne s'est pas engagé. Il est revenu à Paimboeuf pour y mourir. Il savait pas qu'il allait mourir, mais sa santé se dégradait, que c'était tellement important qu'il a fini par mourir d'un cancer à l'estomac en 2013. Et il y a quelque temps, il y a un an de ça à peu près, j'ai rencontré un monsieur lors d'une soirée, un monsieur qui a aujourd'hui 90 ans, qui était militant dans un autre syndicat. Et ce monsieur, je me suis avancée vers lui pour le saluer, et il m'a regardé, puisqu'en plus je ressemble physiquement à mon père. Et il m'a dit vous êtes bien la fille de Vitesse. Et Vitesse était le surnom de mon père. Parce que c'était pas rapide à prendre ses décisions. Et ce monsieur m'a embrassé, il m'a regardé bien en face dans les yeux. Et il m'a dit vous êtes bien la fille de Vitesse. André, mon frère, ça l'a quand même marqué, ses combats. Ça l'a aigri. Il était dur avec les ouvriers. Qui ne défendent, ils ne comprenaient pas, qui ne défendent pas leur statut, qui ne se rebellent pas davantage. C'était des bandes de nouilles pour lui. Il ne comprenait pas qu'un ouvrier puisse être de droite. Ça, c'était impossible. Pour lui, c'était inentendable. Il était devenu féroce avec tout ce qui était patron. Il y avait une haine, on sentait vraiment une haine derrière tout ça. Quand je lui ai annoncé que son patron était décédé lors d'une intervention, il m'a dit « Oh, y aurait-il au moins une justice ?» Après l'épisode Kuhlmann, Joe et André sont restés liés, même s'ils ne se voyaient pas souvent. L'un était à Paris, l'autre était à Saint-Brévin, mais lors de rencontres fortuites dans un magasin ou quand André revenait sur Paimboeuf, toujours ils tombaient dans les bras l'un de l'autre. Et quand André est mort, Joe, qui était déjà bien mal en point, s'est fait accompagner de son fils. Il m'a dit « On ne lâche pas un camarade, à la vie, à la mort. » Et il est venu me dire « Je tenais à être là, tu sais. »
Dans les dernières pages du carnet de H. était glissé un mouchoir à carreaux rouges. Un mouchoir que nous avons pris soin de laisser là où l'auteur a choisi de le mettre, comme on accroche un morceau de chiffon rouge au cœur d'un être cher. Texte Cécile Delomeau et Anthony Pouliquin. Merci au CSC Mireille Moyon de Paimboeuf. Merci à tous les historiens et historiennes qui nous ont permis d'écrire cette histoire. Merci à Marinette, Anne et Brigitte.